Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader ? Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif ? Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition et votre authenticité. Si vous aussi, vous êtes leader, visionnaire, artisan du changement, si vous ne faites pas qu'entreprendre, vous avez conscience d'avoir emprunté un chemin où leadership rime avec conscience, transformation et intégrité. Alors Vérité est fait pour vous. Ce podcast est votre passerelle vers votre prochain niveau de leadership éclairé. Alors, êtes-vous prêts ? Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandre Dana, 34 ans, cofondateur de Live Mentor, le premier organisme de formation pour les créateurs d'entreprises qui compte à ce jour 20 000 personnes formées, 100 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alexandre est également auteur de 2 livres, Entreprendre pour être heureux et la méthode Live Mentor, ainsi que le magazine Odyssée. Il est passionné de cirque, business angel et mentor dans certaines entreprises dans lesquelles il investit personnellement. Dans ce podcast, vous allez en savoir plus sur le parcours d'Alexandre en tant que chef d'entreprise, dirigeant, comment il a réussi à se relier à son pourquoi dans son quotidien, comment son pourquoi lui a permis de persévérer pendant ces 4 premières années de l'entreprise qui n'était pas rentable. Vous allez également l'entendre parler du repositionnement de Live Mentor pour pleinement s'aligner à son pourquoi. Il nous raconte également les secrets d'une relation exceptionnelle entre associés malgré une levée de fonds de 11 millions d'euros. Et on a également la chance dans ce podcast d'avoir 2 annonces inédites pour l'avenir de Live Mentor. La mission d'une entreprise s'élève avec son fondateur. Et entreprendre pourrait bien être la voie du bonheur, du changement, par la relation à l'autre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alex, bienvenue. Bonjour Ambeline. Dans cette conversation. Avant tout, merci d'avoir accepté mon invitation. C'était important pour moi que tu fasses partie de ces conversations, de ce podcast. On ne va pas le cacher, on se connaît déjà. C'est pas la première fois qu'on se parle. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Tu es un chef d'entreprise et un être humain qui m'inspire depuis que je te connais. Pour plein de raisons, évidemment, on a des valeurs communes. Je te connais aussi en tant que mentor, en tant que formateur, et j'ai fait partie du mastermind de Live Mentor récemment. Et puis même, j'ai aussi la grande joie d'accompagner avec toi. Est-ce que tu as envie d'en dire juste quelques mots ? Et oui, ça c'est c'est un de nos projets récents. Mais déjà, merci beaucoup pour la présentation. Et c'est vrai c'est toujours un plaisir d'enregistrer un podcast avec quelqu'un qu'on connaît depuis quelques années. Je trouve que ça rend la conversation tout de suite beaucoup plus riche. Et je suis très content effectivement qu'on ait lancé, toi et moi, cette petite expérimentation où on accompagne ensemble en ce moment des entrepreneurs dont on va pas dévoiler l'identité ici parce que c'est évidemment confidentiel, mais c'est vraiment une super aventure qu'on a commencé récemment ensemble et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va nous mener, de combiner nos compétences respectives, nos regards croisés sur la situation d'une entreprise qui veut faire une transition vers plus d'amour, plus de contribution, plus de sens, un meilleur apport au monde. Ouais, carrément. Alors d'abord, j'aimerais savoir, et pour nos auditeurs, Alex, où est-ce que tu es maintenant ? Je suis dans les bureaux quasiment vides de Live Mentor à Paris.
à côté du Père-Lachaise, pour ceux et celles qui connaissent, donc dans le 11e arrondissement parisien. Et je suis, détail de l'histoire, à 5 minutes à pied, même pas, des tout premiers bureaux de Live Mentor qui étaient situés dans une cave, la cave de l'incubateur de mon ancienne école de commerce. Ok, donc c'est un lieu historique aussi dans l'histoire de Live Mentor, là où tu es maintenant. J'aimerais savoir, Alex, avec quoi tu aimerais que les auditeurs repartent de notre conversation? Ah, c'est une bonne question. Qui n'était pas préparé? Écoute, alors comme on se connaît et que j'imagine un peu les sujets qu'on va aborder, j'imagine que certains auditeurs ou auditrices sont déjà lancés, sont déjà à la tête d'entreprise, et peut-être que vous êtes dans une situation où il y a des tensions interpersonnelles, des tensions avec certaines personnes, des tensions avec peut-être un associé ou une associée, des tensions avec des membres de l'équipe, des tensions avec certains actionnaires ou peut-être même des tensions avec certains clients. Et ce que j'espère, c'est qu'à la fin de ce podcast, on aura remis de l'espoir dans le cœur de nos auditeurs, l'espoir que la solution à ces tensions n'est pas de se renfermer, mais au contraire de s'ouvrir encore plus. Alors, ça peut sembler peut-être un peu flou et ésotérique dit comme ça en introduction, mais je crois que ça va prendre son sens au fil de la conversation. Tout à fait. Je vois très bien où tu veux en venir. Et d'ailleurs, je te propose de commencer par la fin. Très bien. Que tu nous partages en fait quelle est pour toi, puisque ce qu'on partage ensemble, c'est bien évidemment la perception de l'entrepreneuriat comme chemin d'éveil de conscience et de transformation, de devenir une meilleure personne en fait grâce à l'entrepreneuriat. J'aimerais que tu nous dises quel serait le principal apprentissage pour toi dans ton parcours d'entrepreneur. La réponse à cette question, elle a tellement changé en 10 ans. Pour resituer les choses, moi, j'ai créé ma première entreprise il y a 13 ans maintenant, qui a été un échec retentissant. La deuxième a aussi été un échec très rapide. Puis la troisième, c'est Live Mentor qui a fêté son 10e anniversaire il y a quelques mois. Donc moi, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai compris au fil des années que entreprendre était un voyage vers soi, était un chemin qui me permettait de mieux me connaître, de découvrir mon désir, de découvrir comment être heureux. Ça c'est indéniable. J'aurais jamais pu le découvrir, je pense, sans être à la tête de Live Mentor. Et cette découverte n'a pas toujours été facile, loin de là. J'ai fait 2 burn-out, mais je suis plein de gratitude pour ce chemin. En ce moment, je crois qu'un autre apprentissage, je vais mettre un peu les deux sur le même plan, c'est qu'entreprendre est aussi une manière exceptionnelle d'entrer en relation avec l'autre. D'entrer en relation authentique, profonde avec un ou une associée, avec des membres de notre équipe, avec des clients. Et ça me semble être tellement rare dans la société moderne qu'il faut le souligner. Alors, finalement, est-ce que l'apprentissage, ça serait la voie du bonheur et que la voie du bonheur, c'est la relation à l'autre? Je crois que c'est quelque chose comme ça, oui. C'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose autour de la voie du bonheur qui passe par l'amour pour soi et l'amour avec l'autre. Donc la relation à soi et la relation à l'autre. Tout à fait. Magnifique.
Et d'après toi, pourquoi l'entrepreneuriat est important dans notre société et dans notre culture? Là encore, il y a tellement de manières de répondre à ces questions. C'est qui tu es aujourd'hui. Ce podcast, c'est une dissertation. C'est qui tu es aujourd'hui qui répond. Je sais très bien que si je te pose ces questions dans 6 mois, les réponses auront aussi évolué, mais c'est juste l'image d'aujourd'hui. Non, mais c'est des questions extrêmement profondes. Je trouve ça génial, j'adore. Mais c'est vrai que c'est un peu la vibe de ce podcast, hein. Profondeur. Mais c'est vrai que je demande jamais les questions avant de passer dans le podcast. Là, j'aurais peut-être dit. Mais écoute, non, pourquoi c'est aussi important? Moi, j'en reviens quand même à cette force d'inertie. Je trouve qu'il y a une force d'inertie dans la société qui est colossale. Tu sais, là, je suis tombé sur une vidéo, mais incroyablement drôle. D'un montage des vœux de nos présidents. Ah oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Drôle. Ah, ouais, alors, on va l'expliquer pour les auditeurs. En fait, c'est une compilation de ce que disent les présidents au début du mois de janvier depuis des années, et c'est toujours la même chose, quasiment mot pour mot. L'année qui vient de s'écouler a été dure. Elle a été éprouvante. Elle a été difficile. Mais cette année, il y a un élan, il y a une énergie, etc., etc. Mais c'est horrible en fait, parce que tu vois des présidents qui se défilent de tous bords politiques, de gauche, de droite, qui te ressortent constamment ce discours de difficulté, ce discours de stagnation. Moi, ce que j'entends dans ce discours-là, c'est une inertie mais tellement forte. Et puis c'est la peur. C'est la peur aussi. Et c'est la peur. Et moi, je suis un fan de science-fiction, je suis un fan d'Isaac Asimov, et je suis un fan de tous ces auteurs qui, malheureusement, souvent décrivent un futur où la Terre s'autodétruit par stagnation, par inertie. On a tellement d'administratifs, on a tellement de règles à suivre, on a tellement de principes de précaution qu'on ne peut plus bouger. Il n'y a plus l'acte d'entreprendre. L'acte d'entreprendre n'existe plus. L'acte d'entreprendre qui est en fait un acte d'expansion, un acte de croissance et donc de vie. Il y a plus de souffle de vie, et c'est pour ça que c'est vrai que moi je suis très inquiet quand j'entends des personnes comme Elon Musk qui veulent aller chercher la vie ailleurs que sur Terre. Je trouve ça terrible. Et donc pourquoi l'entrepreneuriat me semble si important dans la société moderne, c'est parce qu'il semble être, enfin, à mes yeux, moi, je n'ai pas encore trouvé autre chose pour remettre ce mouvement, remettre cette dynamique, remettre cette énergie, remettre cette action de dire, tiens, je crée quelque chose à partir de mes mains, à partir de mon être, quelque chose de nouveau, je l'apporte au monde, je veux le changer, je veux changer à mon échelle, à mon niveau. Et c'est là où toute la rhétorique du colibri, et je trouve intéressante, la rhétorique de Pierre Rabhi, on peut chacun faire notre action comme un colibri, mais souvent, on la limite à qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon foyer, qu'est-ce que je peux faire dans le tri de mes déchets, par exemple. Je prends cet exemple parce que c'est le plus classique, mais on se rend pas compte que être à la tête d'une entreprise, c'est un acte ça met dans une fenêtre de changement bien plus forte, un rayon de changement bien plus fort. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je rêve que l'entrepreneuriat devienne la norme, en fait, dans notre avenir. Parce que c'est aussi une voie de réalisation, d'émancipation, et de devenir une meilleure personne, quoi. Je change de sujet. Je suis prêt. J'aimerais que tu nous parles, alors celle-là non plus, peut-être que tu l'avais pas préparée. J'aimerais que tu nous parles de ta relation avec Live Mentor. Alors, c'est une relation qui a énormément évolué au fil du temps. Live Mentor a d'abord été un échappatoire. Ça a d'abord été un endroit où je suis allé, un endroit que j'ai créé parce que le reste me faisait peur et me terrifiait. Moi, je voulais surtout pas aller travailler pour une entreprise. Et
pour plein de raisons qu'on n'aura peut-être pas le temps d'évoquer ici, mais voilà, ça me faisait vraiment très peur. Et donc, j'ai créé mon entreprise comme on cherche un échappatoire. Puis ensuite, ma relation avec Live Mentor a évolué pour devenir une sorte de bouée de sauvetage ou plutôt, tu sais, la relation que le joueur de poker qui vient de perdre 3 parties ou le joueur de blackjack, enfin le joueur de casino, et tu sais, il mise tout sur un dernier jeton. Il se dit, il faut absolument que je gagne au prochain coup. Et moi, après 3-4 années d'entrepreneuriat, Live Mentor était dans une situation qui était très compliquée. Je n'arrivais pas à me payer un salaire tous les mois. Je suis retourné habiter chez ma mère à 29 ans. Et tout le monde me disait, mais oui, dans ton lit où tes pieds dépassaient, j'ai entendu tu raconter ça dans un podcast. Exactement. Je suis retourné habiter dans mon lit d'enfant qui était trop petit. Mais à ce moment-là, je voyais Live Mentor comme vraiment le dernier salut, la seule chose qui pouvait me sauver. C'est pas très sain. Et puis là, cette relation a encore évolué pour devenir, je dirais, ce qui donnait de l'énergie dans ma vie. C'était le seul espace où je me sentais exister et où je pouvais entreprendre des projets et où je pouvais lancer des choses. Et puis, j'ai réinterrogé cette relation suite à un burn-out. Et Auquel, parce que je crois que tu en as eu 2, voire 3, il me semble. J'en ai 2. On a eu 2, mais presque 3, c'est ça? Et presque 3, effectivement. Ouais. Presque 3. Donc, cette remise en question, tu vois, ce re-questionnement de ta relation avec Live Mentor, elle vient à quel burn-out? Le deuxième. Le deuxième, ok. Suite au deuxième burn-out, là, je me rends compte que mon entreprise fonctionne. Et j'ai une relation, cette fois, où je suis fier de l'entreprise, où elle me passionne, mais j'ai une relation qui est exclusive. J'ai une relation où je suis corps et âme entièrement dévoué à cette entreprise. Et à ce moment-là, il y a un nouveau déclic où je me dis, mais non, en fait, qu'est-ce que cette entreprise t'a permis de connaître sur toi-même? Elle t'a permis de comprendre que tu aimais être avec les autres. Elle t'a permis de comprendre que tu apprenais 1000 fois mieux quand tu étais accompagné, quand tu étais entouré. Elle t'a permis de comprendre qu'en fait, tu avais une part très forte de créativité alors que tu pensais n'en avoir aucune quand tu étais adolescent. Exprime ça dans les autres sphères de ta vie. Et là, ça a été un virage majeur, un virage assez radical. Et encore plus récemment, je dirais il y a un an et demi, j'ai compris que Live Mentor pouvait être un espace de diffusion d'amour. Alors là, on touche encore à un niveau de discours très rare dans les entreprises actuelles, et c'est encore nouveau pour moi de m'exprimer publiquement sur ces sujets. Mais j'ai commencé à comprendre que ce qui était peut-être le plus beau dans ce que pouvait créer Live Mentor, c'est les relations d'amour qui peuvent naître entre des collègues. Et là, je fais référence à plein de formes d'amour différentes. Et évidemment, je suis pas en train de parler uniquement des couples qui peuvent se créer, même s'il y en a, qui est des couples Live Mentor. Mais on veut des noms. Oui, je crois dans la philosophie grecque, il y a 9 types d'amour. Tout à fait, 9 types d'amour, et moi j'apprécie beaucoup notamment philia, qui est l'amitié, qui est le rapport d'égal à égal, qui est on regarde à un même endroit et il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et donc voilà, ces relations d'amour entre des personnes de l'équipe, entre des entrepreneurs de notre communauté, me semble être aujourd'hui déterminante. Et donc là, ça a modifié la relation que j'ai avec Live Mentor. Ouais. Et en fait, je pense que d'après ce que tu racontes, d'après ce que je sais, et d'après ce que tu disais au départ de notre conversation, finalement, c'est ta capacité à recevoir de ton entreprise qui a fait basculer tout ça. C'est plus je donne tout à mon entreprise, c'est à un moment donné, je me rends compte que j'ai reçu et je suis prêt à recevoir encore plus.
Hmm. On Hmm. pense. Oui, oui, et c'est aller bien plus loin euh, qu'un discours malheureusement trop classique dans l'écosystème entrepreneurial, Oui. euh, qui est la dichotomie je suis esclave de mon entreprise ou mon entreprise est à mon service. Oui. Pour détailler, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous allez avoir des quantités incroyables de vidéos YouTube qui vont vous raconter. Soit vous êtes esclave de votre entreprise, à savoir vous travaillez du lundi au dimanche tout le temps pour votre entreprise. Peut-être que vous gagnez plein d'argent, mais vous vous êtes créé une prison dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Soit vous allez devenir maître de votre entreprise et elle va vous permettre d'avoir le style de vie que vous rêvez en travaillant que 4 heures par semaine et en gagnant suffisamment d'argent. Bon, moi je crois qu'il faut sortir complètement de ce discours-là. Moi, mon évolution a plutôt été qu'est-ce que l'entreprise me permet de connaître sur moi-même. Et c'est là où il n'y a pas de relation esclave ou maître, il y a une relation de contribution. Je contribue à Live Mentor et Live Mentor contribue à mon évolution personnelle. Oui, c'est une co-création. Exactement. Tu voulais dire autre chose ou pas? On pourrait tous. Non, écoute, là-dessus. Moi, il y a une question. Alors, je crois que c'est une question que je t'ai posée il y a quelques mois, mais je suis pas sûre que tu m'aies répondu. Donc, je profite du podcast pour te la reposer. Il me semble que tu as dit plusieurs fois dans différentes interviews, etc., que les 4 premières années de Live Mentor étaient quasiment un échec. Oui. Oui. Voilà. Financièrement, on va dire, hein, parce que bien évidemment, il y a eu plein de réussites autres, mais on va dire que financièrement, l'entreprise n'était pas rentable, tu ne pouvais pas te rémunérer. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué pendant 4 ans? Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a deux éléments, deux forces même. Une force destructrice et une force beaucoup plus noble et bien plus intéressante. La force destructrice, c'est ce que je disais tout à l'heure, la relation à Live Mentor sous forme de bouée de sauvetage, sous la forme du joueur de poker qui ne veut absolument pas quitter le casino. Il a tout misé sur ce jeu et il faut que le jeu fonctionne. Ça, c'est ce qui m'a fait tenir. C'est une des forces qui m'a fait tenir pendant même 5 ans, en fait. Ça a duré 5 ans, la traversée du désert. Mais donc, ça veut dire qu'à chaque fois, tu crois que c'est la dernière pièce, mais en fait, t'en as toujours une autre. En fait, t'en as toujours une autre jusqu'au moment où tu exploses littéralement en vol et où t'arrives pas à te relever. Et oui, sauf qu'en fait, tu t'es toujours relevé. Je me suis toujours relevé grâce à la deuxième force, je pense. Grâce à la deuxième force, mais la première vraiment était extrêmement malsaine, extrêmement toxique, et a d'ailleurs eu des répercussions sur ma vie personnelle. Ça, j'en ai peut-être parlé moins dans certains podcasts, mais c'était une époque où je me suis coupé de la plupart de mes amis. Je n'avais un rapport à mon corps où je détestais mon corps. Je n'avais aucune pratique sportive. Je n'avais aucun moment dans la nature. J'avais une vie amoureuse qui était proche du zéro absolu. J'avais aucune lecture pour me nourrir, j'avais aucun chemin spirituel, je voyais très peu ma famille. Voilà. Donc tu vois, cette force destructrice, elle a eu vraiment des répercussions catastrophiques. Mais à côté, et je crois que c'est ce qui m'a sauvé, il y avait une force d'amour qui était l'amour de l'enseignement. Parce que le modèle de Live Mentor a évolué, mais dès le premier jour, l'entreprise était une entreprise de formation, d'enseignement, de transmission, et une certaine partie de mon temps, chaque semaine, depuis 10 ans, a toujours été consacrée à enseigner. Et donc, à l'époque, durant ces premières années, Live Mentor était une plateforme de mise en relation entre des profs particuliers et des élèves pour des cours de soutien scolaire. Et moi-même, je donnais encore des cours de soutien scolaire, des cours d'économie, et j'en donnais plusieurs heures par semaine. Et quand je donnais ces cours, toutes les difficultés disparaissaient, tous les problèmes
s'évaporait. J'étais pleinement concentré, j'étais pleinement dans la relation avec la personne en face de moi et j'adorais ça. Et ça a été d'une aide absolument incroyable. Donc en fait, c'est ton pourquoi c'est mon pourquoi qui a fait que tu n'as jamais renoncé. C'est mon pourquoi et c'est le fait d'avoir dans mon quotidien d'entrepreneur une activité qui me relie à ce pourquoi. Ouais. Et malheureusement, il m'a fallu 5 ans pour comprendre que je devais composer un quotidien où je suis dans l'idéal relié à 100% à mon pourquoi. Et aujourd'hui, c'est presque le cas. C'est presque. Pas toujours, mais c'est presque le cas. Et ça a nécessité que je fasse des choix très originaux pour un président d'entreprise, un coprésident, parce qu'il y a une nouvelle que je pourrais peut-être annoncer tu vas nous faire un scoop, ouais. Un scoop. Mais les choix radicaux, les choix radicaux, c'est par exemple, je n'ai pas regardé le business plan aujourd'hui de Live Mentor depuis 4 ans. Je ne suis pas connecté au compte en banque depuis 5 ans. On a fait une levée de fonds il y a maintenant 1 an et demi de 11 millions d'euros. Mes actionnaires ne savent pas. J'ai pas ouvert le pack d'actionnaires avant de le signer. Donc, j'ai fait en sorte de me créer un quotidien. Et j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi qui me permet de créer ce quotidien où je suis relié quasiment à 100% à des activités proches du pourquoi. Donc, pour moi. Mais ton pourquoi aujourd'hui, c'est toujours transmettre ou ton pourquoi il a évolué, j'ai l'impression. Il est passé au prochain niveau, ton pourquoi. Il a évolué, mais il reste cette base de la transmission, de la pédagogie, du partage d'histoire que je retrouve quand j'anime un mastermind, que je retrouve quand je crée un nouveau numéro d'Odyssée, que je retrouve quand je mets au clavier pour écrire une newsletter, que je retrouve quand je suis dans des podcasts comme le tien. Cette base-là, cette fondation, elle est toujours présente. Mais est-ce que transmettre, ça serait pas plutôt le comment? Et est-ce que le pourquoi, ça serait pas l'amour? Alors, ça, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et c'est d'ailleurs, ça a expliqué d'ailleurs le pivot de l'entreprise vers la formation d'entrepreneurs. Parce qu'à un moment, même si j'adorais la transmission des cours de maths et des cours d'économie, je me rendais bien compte que les élèves en face n'ayant aucun amour pour les mathématiques et l'économie, et ils avaient bien raison d'avoir aucun amour pour ces matières, puisqu'on leur explique pas pourquoi elles ont du sens dans leur projet, et parce que de manière générale, on s'intéresse pas à leur projet très majoritairement dans le cadre de l'éducation nationale, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, je trouve que ta distinction est très pertinente. Oui. Oui, et puis les alumni de Live Mentor sont des personnes qui entreprennent pour vivre de leur passion en majorité. Tout à fait, complètement. Ça, c'est vraiment la motivation première des personnes qui font appel à nous pour nos formations. Et ouais, donc tu vois, je trouve que c'est hyper important de prendre conscience que notre pourquoi il évolue. Bien sûr. Parce que rien n'est figé et en fait à chaque fois tu vois que c'est pas un changement, c'est juste une évolution, une élévation plutôt même parce que c'est ton éveil de conscience aussi qui t'amène au-delà. Mais c'est exactement le discours que j'ai tenu en septembre dernier, donc il y a quelques mois, notre séminaire de rentrée, séminaire avec une vingtaine de personnes de la boîte qui ont des postes stratégiques, où j'ai raconté comment le pourquoi de l'entreprise a évolué ces dernières années pour passer d'un pourquoi aider des individus à vivre de leur passion à ensuite aider des individus à vivre de leur passion sans détruire leur bien-être, et à aujourd'hui aider des individus à vivre de leur passion sans détruire leur bien-être, tout en se connaissant de mieux en mieux et en ayant un impact positif sur la planète.
Oui, Donc c'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour du monde. et c'est assez renversant pour moi toujours d'avoir ces conversations avec des membres de mon équipe qui sont arrivés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais qui n'ont pas connu le Live Mentor d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans ou d'il y a 10 ans, et qui se rendent pas forcément compte de cette évolution du pourquoi. Parce que c'est là encore, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la richesse du parcours entrepreneurial. C'est incroyable. Moi, c'est sûr qu'avec des gens comme toi qui sont aussi entrepreneurs et qui sont en plus spécialisés sur ces sujets, je pense que je sens tout de suite que toi, tu visualises le chemin que j'ai traversé. Je vois bien que moi, dans ma posture de dirigeant aujourd'hui, ça devient de plus en plus important que je communique régulièrement à mon équipe cette évolution des 10 dernières années. Ouais. Oui, et puis ouais. Et puis au nouveau aussi. Ça fait partie de l'histoire de l'entreprise en fait. Exactement. Magnifique. Je peux passer à la prochaine question? Vas-y. C'est qui d'ailleurs une belle transition. Ce serait quoi on va dire les 3 ressources essentielles qui ont fait le CEO que tu es aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu entends par ressources? Alors, ça peut être aussi bien les ressources intérieures, extérieures. On va dire les ingrédients essentiels qui font qui tu es aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Alors, en ressources intérieures, j'en vois 2. La première, c'est ma curiosité pour autrui, mon amour pour autrui. J'ai jamais eu de difficulté à écouter quelqu'un, à écouter son récit, à écouter son parcours, à me plonger pleinement dans son cheminement. Et ça a été utile et c'est encore utile de plein de manières différentes dans mon rôle de dirigeant. Que ce soit pour donner des formations moi-même, que ce soit pour nouer des partenariats avec des personnes clés autour de Live Mentor. Je pense que c'est la première ressource essentielle. La deuxième, c'est ma capacité à raconter des histoires, à raconter des récits, à être vraiment plongé dans la narration. Et ça, j'ai compris récemment d'ailleurs d'où ça venait dans mon parcours grâce à un coaching que j'ai suivi. J'ai compris que ça venait de ma relation avec mes parents et du fait que ma mère était trapéziste de haut niveau, mais que je l'ai jamais connue, je l'ai jamais vue dans un cirque puisqu'elle a arrêté juste avant ma naissance. Et donc, je n'ai pu que raconter l'histoire dans ma tête de quelle avait été sa vie. Tu t'es imaginé en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Je me suis imaginé ce que c'était. Puis, je t'avais aussi entendu parler de quelqu'un de ta famille qui racontait beaucoup. Oui, tout à fait. Ça, c'est mon père. Mon père qui racontait énormément l'histoire de ma famille, qui vient d'Égypte, ma famille paternelle, le départ d'Égypte, ils ont été expulsés, la séparation de la famille entre l'Italie, la Suisse, la France et les États-Unis, l'arrivée à Asnières, en banlieue parisienne, avec ma grand-mère qui doit faire cuire un œuf pour la première fois de sa vie. À plus de 40 ans effectivement une famille qui repart de zéro, qui a perdu la plupart de ses possessions et bon mon père adorait raconter l'histoire de ma grand-mère, l'histoire de mon grand-père, l'histoire des oncles, etc. Et ça m'a nourri. Et en ressources extérieures, je pense évidemment à Anaïs, je pense que c'est mon associé aujourd'hui sur Live Mentor. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai lancé l'entreprise sans elle. On se connaissait à l'époque, puisqu'on a fait des études ensemble. Mais elle n'a. On va dire que tu es le gardien de Live Mentor. Tu es le gardien de la vision de Live Mentor. Tu es ce que certains appellent la personne source de l'entreprise. Mais il y a Anaïs. Il y a Anaïs. Ouais.
Oui, et alors, en fait, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment très récent, c'est le passage d'une personne source à deux personnes sources. Euh, c'est certain que le fait d'avoir créé l'entreprise en 2012, d'avoir été pendant 5 ans là, euh, ça me donne une chronologie, ça me donne une histoire, ça me donne un récit que personne d'autre ne peut avoir. Mais Anaïs est arrivée en 2017, on s'est associé, on a décidé de s'associer quelques semaines, quelques mois après son arrivée. On a vécu depuis des aventures complètement rocambolesques. On a énormément travaillé sur notre relation via plusieurs coachings, au point où aujourd'hui, je sens en moi qu'elle est autant personne source de Live Mentor. Et c'est pour ça qu'on a décidé, et ça c'est effectivement une annonce inédite que je fais dans ce podcast. Nous avons décidé récemment de devenir co-président de l'entreprise. Nous avons quelqu'un de l'équipe qui va prendre des fonctions de direction générale que Anaïs assumait avant. Et on fait ce choix pour plein de raisons, des raisons de nouveaux projets qui nécessitent d'avoir beaucoup de temps de la part d'Anaïs et moi pour s'y plonger pleinement. Mais moi, quand cette idée de coprésidence a été mise sur la table, en fait, j'ai dit oui tout de suite en 5 secondes. Et je pense que ça vient d'une confiance très forte dans ce partage du rôle de personne source. Et Anaïs, pour plein de raisons, en fait, a adhéré à la mission, à la vision de Live Mentor et l'a fait évoluer à plein de reprises depuis son arrivée. Oui, et puis alors moi je connais pas Anaïs, pas encore, mais quand tu parles, je ressens aussi sur un autre plan à quel point elle est reliée à l'énergie aussi de Live Mentor. Et effectivement, je serais très intéressée de voir ces prochains mois, ces prochaines années, comment ce système en fait de vous deux et l'entreprise évolue. Ouais, je pense que ça va être passionnant. Et je pense que ce qui a permis que vous en arriviez là aujourd'hui, c'est parce que bien évidemment, comme dans toute relation d'associés, il y a eu des moments de crash, il y a eu des moments où on pense qu'il faut arrêter, il y a eu, enfin, en tout cas, j'imagine. Et à chaque fois, est-ce que ça serait pas le choix finalement de dire non, je choisis d'élever, je choisis de devenir meilleur, je choisis encore plus d'amour. Tu vois, il y a toujours choisir un niveau plus haut, en fait. Oui, c'est exactement connecté ce que tu viens de dire à ce que j'essayais de partager quand tu m'as posé la question au démarrage de la conversation, avec quoi on veut laisser les auditeurs. Oui. C'est recevoir. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a conclu au final assez récemment avec Anaïs. Je crois que pendant longtemps, on a travaillé sur la relation, mais avec un modèle mental, je vais mieux comprendre l'autre, chacun va mieux trouver sa place, chacun aura son périmètre, comme ça on se marchera pas sur les pieds. Tu vois ce genre de récit qui sur le papier c'est parlant en fait. Sur le papier on dit oui, c'est cohérent, on signe. Enfin c'est ce qui est raconté dans tous les bouquins de coaching d'associés. Mais en fait ça marche à court terme, ça peut marcher à moyen terme. Je ne crois vraiment plus du tout que ce soit ce qui crée les relations exceptionnelles. Je crois que ce qui crée la relation exceptionnelle, c'est une relation d'amour, c'est cette acceptation totale de qui est l'autre, avec ses forces, ses vulnérabilités, sa folie, son unicité. Et c'est la capacité à rentrer dans un espace de communication où il y a
un niveau de confiance qui est total. Et je crois que c'est jamais gagné d'ailleurs. Je pense que ça demande constamment être travaillé. Ah bah oui, bien sûr, ouais, dans toute relation. Mais pour moi, la clé dans ce que tu dis là, et je me reconnais aussi beaucoup là, c'est l'exceptionnel. En fait, c'est cette autorisation de vivre et de créer l'exceptionnel. Ah, mais la relation que j'ai avec Anaïs ne rentre dans aucune case, ça c'est certain. Elle rentre dans aucune case. Et d'ailleurs, je l'avais aussi dit dans un autre podcast, je crois, mais dans les différents outils qu'on a utilisés pour travailler sur notre relation d'associé, il y a la psilocybine, qui est donc un psychédélique. Se mettre en état de conscience modifié avec son associé, je connais assez peu je connais aucun couple d'associés qui l'ait fait à part nous. Donc... On va créer des séminaires, Alex, avec ça. On va créer des séminaires hors de France, car en France, ce n'est pas autorisé, mais c'est certain que moi, ce qui m'a glacé le sang, c'est quand j'ai entendu des récits d'entrepreneurs dont je vais pas citer le nom, ce serait pas sympa, mais extrêmement célèbres en France, à la tête, donc 2 entrepreneurs à la tête d'une entreprise qui fait partie des top succès français, qui a été revendue à un groupe japonais il y a très longtemps maintenant, et on m'avait dit, mais tu sais, les 2 associés pouvaient tellement plus se voir qu'ils avaient chacun un bureau aux extrêmes opposés des bureaux, de sorte à jamais se croiser. C'est horrible. C'est horrible, évidemment, que ton entreprise, elle en pâtit, elle en souffre à tellement de niveaux. Tellement de niveaux. Incroyable. Bah, ça crée une rupture partout, en fait. Partout, ouais. Et donc, l'exceptionnel, est-ce que ce serait ça le résumé de ces 10 dernières années en tant qu'entrepreneur, de t'être autorisé à vivre l'exceptionnel dans toutes les sphères de ta vie? Ça résonne pas mal. Ça résonne fort, et ça souligne en fait d'ailleurs toute la difficulté pédagogique devant Live Mentor, puisque je te rejoins pleinement sur la destination finale, qui est de permettre à chaque entrepreneur de se retrouver dans des situations exceptionnelles, de se retrouver dans des configurations exceptionnelles. Et il faut réussir à faire ça avec des programmes qui ont des socles communs, etc. Il y a toujours cet équilibre extrêmement fort entre la colonne. J'en parlais avec Fabrice Midal hier soir, un philosophe français. Il me disait que ce qu'il a aidé lui, ce qui a été décidé dans son parcours, c'est d'avoir une colonne vertébrale qui est le bouddhisme, et de réussir autour de cette colonne vertébrale à créer de l'exceptionnel, à créer des ponts exceptionnels avec d'autres disciplines. Là où la plupart des maîtres bouddhistes restent enfermés avec eux-mêmes. Et en même temps, il me disait, dans l'univers du développement personnel, je vois des gens qui sont des papillons absolus, qui partent dans toutes les directions, mais qui n'ont pas de colonne vertébrale. Voilà, je suis en réflexion sur ces sujets. Je n'ai pas de suivre. Je ne peux conclure que à suivre. À suivre. Mais alors moi, c'est pas le mot exceptionnel que j'utilise, mais c'est le mot excellence, parce que pour moi, il y a différents niveaux d'amour, et ce que j'ai choisi depuis l'été dernier, c'est l'excellence de l'amour. Mais l'exceptionnel peut aussi être un niveau d'amour. Voilà, parce que peut y avoir la médiocrité, ça peut aussi être de l'amour. Et je pense que c'est tout un chemin de s'autoriser ça, de s'autoriser l'exceptionnel, de s'autoriser l'excellence. De, dans et pour l'amour. Voilà. Très belle conclusion. Magnifique. Alors, bien évidemment, on pourrait. C'est un chemin, mais ça montre bien que c'est un chemin sur plusieurs années, en fait. Ça montre bien que
que tout ce qu'on imagine sur le fait de créer une entreprise, la développer rapidement et la vendre est complètement déconnecté de la réalité, quoi. Bien sûr, oui. Magnifique cette conversation, Alex. Est-ce que... Alors, j'ai 3 petites dernières questions pour terminer. Vas-y, on peut déborder. Mais ça va être rapide. Tes priorités pour ces 6 prochains mois, qu'est-ce que tu aimerais nous partager de ça? Waouh, mes priorités pour les 6 prochains mois. Ouais, ça peut être des actus, ça peut être des messages que tu as envie de passer. Enfin... Ouais, on est au début de l'année 2023. Je suis plus que jamais dans ma philosophie. Je n'ai pas de plan, mais j'ai une vision. Je n'ai plus aucun plan. Je n'ai plus aucun plan. Comme tu le sais, donc j'ai passé quelques mois sur un projet que j'ai trouvé incroyable, qui était le Mastermind Live Mentor, dont tu as fait partie. Et c'était une aventure vraiment folle. Et je ne reconduis pas ce Mastermind parce que les relations qui sont créées entre les membres, je trouve, ont été tellement fortes que j'ai surtout envie de prolonger ces relations-là avec les alumni du Mastermind via des rencontres qu'on va organiser entre nous, mais en dehors d'un programme de formation. Et il y a quelque chose que j'ai compris sur moi-même, je pense, en 2022. Je suis dans le bonheur de la relation à l'autre, ce qui me permet de créer des relations avec des centaines de personnes par an. Peut-être que ceux et celles qui nous écoutent disent mais ils racontent n'importe quoi, mais pour donner juste quelques chiffres, je rencontre 5 nouvelles personnes par semaine et je reçois 4 demandes par jour de rendez-vous. Et j'adore ça en fait. Moi, j'adore. Mais j'ai compris au fil du temps que ce qui comptait encore plus pour moi que rencontrer une nouvelle personne, c'était de développer des relations dans le temps. Voilà. Et ça fait vachement écho à tout ce qu'on a dit dans le podcast. Et donc, j'ai pas envie de relancer un nouveau mastermind. Je dis non aux personnes qui me contactent avec beaucoup de respect, mais parce que je crois que là, il y a quelque chose qui s'est créé. Il faut voir où ça nous mène. Faut l'élever à l'exceptionnel, c'est ça. Exactement. Et du coup, c'est vrai que les gens comprennent pas de l'extérieur. C'est incompréhensible comme choix. Mais voilà, c'est l'exceptionnel. À côté de ça, je commence à ressentir une évolution de Live Mentor vers ce que j'appelle le studio Live Mentor. Le studio Live Mentor, qu'est-ce que c'est? Rien pour le moment, si ce n'est le constat que Live Mentor a développé une expertise, je pense, unique pour créer un écosystème de formation autour d'un sujet. On l'a fait autour du sujet de la pédagogie entrepreneuriale et je crois qu'on pourrait le faire autour d'autres sujets. Ça peut être la méditation, la nutrition, plein d'autres sujets. Et qu'il y a, en sens inverse, des personnes qui ont des visions, des missions, des pédagogies très fortes sur ces thématiques, mais n'ont pas envie forcément d'attaquer toute la complexité liée au développement d'une entreprise. Et je pense qu'une association est possible ici. Et ça demande en fait un niveau de relation aussi développé que ce que j'ai écrit avec Anaïs au fond. Là, parce que ce projet de studio, c'est un projet où on s'associerait avec un peu comme un incubateur. Un incubateur, c'est un soutien ponctuel en fait. Un incubateur, c'est un soutien où tu passes 3 mois, 6 mois, tu as des locaux et puis ensuite tu fais ta vie. Moi, ce que je commence à sentir en moi, c'est un modèle où je trouve par exemple en 2023 5 personnes sur 5 thématiques différentes et je leur dis, voulez-vous qu'on passe 10 ans ensemble?
pour créer l'équivalent de Live Mentor, mais pour d'autres thématiques. Et ça s'appellera pas Live Mentor. Faut qu'on trouve un nom ensemble. Mais c'est quand même dans l'énergie de Live Mentor ou c'est toi, Alex? Ah non, c'est un projet avec Live Mentor, avec les équipes de Live Mentor. D'accord. Avec les équipes de Live Mentor, tout à fait. En justement mettant à disposition de ces 5 personnes, les personnes qui gèrent les finances, les ressources humaines de Live Mentor, les personnes qui gèrent la partie média, en disant par exemple à quelqu'un qui serait un passionné de la nutrition, est-ce que tu aurais envie de créer un magazine de papier sur la nutrition? Nous, on a fait un magazine papier sur l'entrepreneuriat avec Odyssée. On a le savoir-faire, on a les compétences, on a les contacts. Magnifique. Ouais, donc en fait, ça serait de trouver une nouvelle pédagogie à bâtir. Exactement. Donc c'est super cool encore, mais je pense à plein de personnes. Je pense voilà. Ah bah écoute, avec plaisir pour avoir tes recommandations. Et puis voilà, moi je suis vraiment juste au stade où je rencontre des gens, je vois comment l'idée elle germe en moi, mais il y a un truc qui m'appelle ici. Un truc qui m'appelle ici. Voilà. Ok. Mais d'ailleurs, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? Alors, je triche un petit peu parce que tu m'as partagé juste avant qu'on commence le nom de 2 invités. Et je pense qu'ils sont tous les 2 exceptionnels. Je pense que vraiment c'est 2 personnes dont j'aurais dit le nom. Pierre David, qui a fondé l'Académie de la haute performance, qui est donc un ancien sportif de très haut niveau, qui aujourd'hui est coach mental d'une bonne partie des médaillés olympiques français. C'est incroyable. Alors, spoil pas tout notre épisode. Oui, j'en dis pas plus, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler, je pense que ça va être une très très forte conversation entre vous 2. Et je pense aussi à Gwenaël Gonzalez, qui a été entrepreneur sur plusieurs années sur une entreprise e-commerce, qui aujourd'hui relance une activité dans le domaine une écurie de chevaux. Mais je pense évidemment au fondateur de Patagonia. Ça serait le fondateur de Patagonia, je pense que ça serait absolument incroyable. Je pense que le fondateur de Bonne Gueule, la marque de mode masculine, Benoît, ne s'est jamais vraiment exprimé sur ces sujets-là, mais aurait des choses incroyables à dire si tu lui demandes, par exemple, comment sa passion pour le vêtement lui a permis de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de créer un pont vers les autres, une relation vers les autres qu'il n'avait peut-être pas enfant ou adolescent. Oui. Il serait intéressant d'avoir un entrepreneur qui a eu un déclic majeur, qui s'est rendu compte que son entreprise ne contribuait pas. Ouais. Tu as une entreprise qui fait des tapis d'intérieur, des tapis d'entreprise, de la moquette d'entreprise, dont je n'arrête pas d'oublier le nom. Je crois qu'elle s'appelle Interface, mais je n'arrête pas d'oublier son nom, j'en suis désolé. C'est pas une entreprise française, c'est une entreprise belge, je crois. C'est une entreprise énorme enfin, je crois que ça se compte en milliards de chiffre d'affaires. Et cette entreprise-là, il y a, je crois, plus de 20 ans, le fondateur a eu un déclic. Il s'est rendu compte de à quel point son entreprise détruisait la planète. Et il est allé voir ses managers et il leur a dit, bon, à partir de maintenant, il faut que ça change et notre seule priorité, c'est de tout transformer, de transformer tout notre système de production et de devenir une entreprise qui reconstruit la planète. C'est quand même... c'est magnifique. Et puis, ils y sont arrivés. C'est magnifique. Mais il est mort. Il est mort en fait avant qu'ils arrivent à leur objectif d'être. Mais c'est d'autant plus fort. C'est d'autant plus fort que l'entreprise perdure après la mort du fondateur. Je sais que c'est aussi quelque chose qui est important pour toi. Tu parles souvent de ce petit restaurant au Japon qui a 1000 ans.
Donc, Elle s'appelle Interface. J'ai retrouvé. Interface, ouais. Interface, l'entreprise. Interface, ouais. Mais on invite les auditeurs à aller découvrir cette entreprise et peut-être qu'un jour, une personne de cette entreprise viendra partager. Et pour moi, c'est un peu la conclusion de cette conversation ensemble. La mission d'une entreprise, elle évolue et elle s'élève avec son fondateur. Avec quoi tu penses que les auditeurs repartent de notre conversation? Alors, avec quoi vous repartez? Je m'adresse à vous, si vous êtes encore là, je l'espère. Vous vous dites peut-être que tout cela est très complexe, très très chaotique, que c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus profond. J'espère que vous repartez avec la conviction que ce n'est surtout pas une montagne à gravir. Hein, c'est pas une montagne à franchir. C'est plus je crois qu'il faut plus se ramener à la vision japonaise du ruisseau, du cours d'eau. Voilà. Je pense que ce qu'on vient de présenter montre bien qu'entreprendre, c'est un peu comme être plongé sans bouée, sans bateau, à la nage, voilà, nu, dans un ruisseau qui peut à un moment se transformer en cascade. Enfin, vous êtes emporté par quelque chose. Et faut pas lutter contre ça, en fait. Faut l'accepter complètement. Exactement. Ouais. C'est un dépouillement. Ouais. Et l'accepter. Magnifique. Moi, j'adore l'eau. J'adore me baigner. Et je sais que tu animes toujours tes retraites près de l'océan. Et je comprends maintenant pourquoi. J'en ai animé. Et moi, l'océan est un élément dont j'ai besoin. Il y a une question que je t'ai pas posée. C'est avec quoi, toi, tu repars de cette conversation? Je ressors de notre conversation avec l'envie de réécouter l'épisode, car ça a été très riche et profond. C'était des questions qui m'ont fait penser à une forme de coaching, en fait. C'est assez intéressant et surprenant. Je me demande, en fait, si j'ai été l'invité d'un podcast ou si j'ai bénéficié d'une session de coaching. Peut-être un entre-deux. Donc voilà, je repars avec l'envie de réécouter l'épisode, réécouter tes questions et mes réponses, et cogiter là-dessus. Je pense que des choses vont bouger suite à ça. Donc, magnifique expérience. Un grand merci Alex pour cette profondeur et pour ta pleine présence. Mais merci à toi. Et puis dans la description, je mettrai également comment les personnes peuvent te contacter. Oui, écoute, avec plaisir. Tu peux même mettre mon email. C'est le plus simple au final. alexandre@livementor.com. livementor.com. COM. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.